Ça va, on t'a vu mon grand? C'est seulement en 3e année où je me dis mais attends, mais en fait je vais faire quoi avec ce diplôme? Je me lance le défi en fait de bosser en boîte de nuit en tant que go danseuse. Et ça part d'une blague au départ. Moins on a de connaissances sur son corps, moins on a de connaissances sur ses limites, et plus on est un bon sujet pour faire du porno. Mon corps est un outil de travail, je joue avec, et donc la nudité n'est pas tant un problème que ça. Un grand merci à notre sponsor Comin, C-O-M-I-N. C'est votre nouvelle appli VTC avec qui nous avons passé du coup ces 3 jours pour tourner ces 9 épisodes. Grâce à qui on a rencontré Pierre qui nous a conduit dans Paris pendant qu'on tournait du coup les 9 épisodes de cette nouvelle saison. Comin, c'est la nouvelle application VTC qui est beaucoup plus juste déjà avec les conducteurs parce qu'elle prend seulement 10% de commission pour toi parce que du coup les courses sont beaucoup moins chères que leurs concurrents américains et avec des véhicules 100% verts, donc du coup c'est vraiment de la balle. Et tu me connais, je t'ai négocié une super offre pour que tu puisses le tester à Paris seulement pour l'instant. 10 € offerts par Comin avec le code dans ma Benz. Tu peux tester Comin, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Merci à eux et je te souhaite de passer un bon épisode. Et c'est bon, ça enregistre. Du coup, en fait, j'étais en train de te poser une question, puis je me suis dit, franchement, on va enregistrer, ça va introduire le podcast. J'étais en train de te dire que je m'étais maté ton TEDx, et j'étais en train de te dire que moi, j'ai été tétanisé de peur en faisant le mien, et franchement, je trouve que ma presta, elle était pas ouf. Et que toi, franchement, c'était quand même assez agréable à écouter. En plus, il est long, je crois qu'il dure plus de 15 minutes. Là. Ouais, 17, parce que c'était la limite d'ailleurs. Il y a une durée maximale au TEDx. Ouais, je me rappelle. Ouais. Donc, j'avais préparé mon texte, et j'avoue, je l'ai appris par cœur. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un trac horrible. Donc j'ai recouru à mes méthodes de relaxation qui sont utiles, mais ouais, c'est pas facile d'être sur scène. Non, franchement, bref, être sur scène, ça me dérange pas. Tu vas être devant plein de personnes, franchement, il peut en avoir 100, 5000, quoi. Bon, 5000, j'ai jamais fait. Mais je suppose que ça me poserait pas tant de problèmes. Mais l'exercice du TEDx avec une thématique que tu bosses, que tu scriptes, et en effet, parce que l'exercice c'est t'es sans filet sur scène, donc de l'apprendre quasiment par cœur. Moi je suis pas avec un public aussi d'ailleurs, c'est pas juste devant la caméra. Exactement. Mais moi, tu vois, j'ai le trac, quelles que soient les circonstances, tant que je dois prendre la parole, même dans un groupe en formation, tu sais, le fameux tour où on te dit « Ah vous allez vous présenter ». Mais rien que ça, c'est un enfer pour moi. Ouais, quand tu sais que t'as ton tour qui arrive bientôt, là, c'est horrible, genre je sais plus comment je m'appelle, j'ai la bouche pâteuse, c'est con ce que je vais dire. Et c'est vraiment le syndrome du passage au tableau, j'ai toujours eu. Voilà, donc c'est la première confession de cette interview. Écoutez, on peut même avoir une deuxième confession, parce que ça devait être l'intro du podcast de base. Et franchement, je pense que la France entière est en attente de cette information. Oui, absolument. C'était ton manga préféré de Club Dorothée. Eh bien, c'est une question fondamentale. Merci de me la poser. Je pense que je vous invite à vous poser vous aussi cette question. Et particulièrement difficile, parce que ceux qui ont connu la génération Dorothée savent qu'on a été vraiment gâtés en manga. Maintenant, c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour Cobra. Pour l'esthétique, le côté cyberpunk, enfin voilà, c'était vraiment la méga classe. Ça ne m'a pas empêché d'aimer aussi Princesse Sarah, mais elle m'énervait un peu, Princesse Sarah. Moi ce sera plutôt Dragon Ball Z d'Olive et Tom. Mais oui, la base. Non, Olive et Tom, je suis désolée, excuse-moi, mais il met des plombes à chaque fois à tirer son but. C'est insupportable. Par contre, c'est une bonne leçon de teasing. C'est vraiment comment mettre en haleine les spectateurs, sachant que le script est connu d'avance et pourtant, tu attends et tu reviens. Donc c'est une belle perf. Toujours, ouais. Pas toujours, parce que franchement, ça pouvait arriver à la New Team de perdre. Franchement, il faut le dire, mais c'est vrai que c'était des très belles années. Merci de nous être replongés là-dedans. Mais ça parle des valeurs, ça parle de notre histoire. C'est important de se connecter à ça. Et du coup, puisqu'on est en train de parler de l'enfance, essayons de revenir aux sources pour en apprendre plus sur ton parcours et ce qui t'a amené jusqu'ici. Du coup, déjà, c'est une trame. Tu veux dire ici, dans cette voiture, sachant que je ne sais pas où on va et que vous pouvez très bien me kidnapper et C'est pas trop le but, parce que maintenant, tu sais, on est un peu pisté et tout de partout. Donc, on a fait des stories avant, donc on s'est repéré assez vite, quoi, tu vois. Bon, je suis rentré chez Podspace avant, là où je suis venu te chercher, parce que tu avais ton podcast juste avant. Je leur ai dit que j'étais avec toi, donc il y a trop de témoins. Donc je suis un peu foutu là. Bon, ça va. Du coup, Céline, déjà, rebonjour. Oui. Du coup, et qui était la petite Céline? Où est-ce qu'elle a vécu? Où est-ce qu'elle a grandi? Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici? Il vient dans un placard, mais qui était pourtant confortable. Harry Potter, c'est toi? Ah, pardon. Non, j'ai grandi à Annecy, ce qui est un privilège. Annecy qui souffre de son surtourisme aujourd'hui, parce que c'est effectivement une ville superbe avec son lac, ses montagnes,
Connais-tu Annecy? J'ai fait le VG d'un de mes meilleurs potes là-bas, on s'est régalé. Ouais, c'est magnifique. Et donc j'ai eu la chance de grandir dans cette ville, dans un environnement sain, équilibré, au contact de la nature, voilà, avec, avec le confort. Enfin vraiment, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu beaucoup de chance. Et la petite Céline, c'était une petite fille très introvertie, elle l'est toujours d'ailleurs, mais très bosseuse à l'école, très curieuse d'apprendre. Plutôt bonne élève. Ouais, mais j'étais vraiment, moi en maternelle, je voulais apprendre à lire, à écrire. J'avais pas du tout envie de jouer avec mes camarades, ça me saoulait, je voyais pas l'intérêt. D'en faire, c'est les autres, quoi. Mais totalement. C'est aussi soi parfois. Mais ouais, c'était une petite fille très motivée. Petit rat de bibliothèque un peu? À cet âge-là, rat de bibliothèque, c'est plus... Rat de bibliothèque, ouais, au collège. Après, ouais. Ouais, mais là, ouais, la bonne élève, la petite fille bien élevée, vraiment quelque chose de très lisse. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'es petite? T'as déjà un métier de rêve, quelque chose, un domaine dans lequel tu te dis tiens, j'aimerais évoluer là-dedans? Ça reste très vague à ce moment-là. Je me souviens que petite, je pensais à hôtesse de l'air parce que j'étais impressionnée par leur uniforme, je les trouvais belles. Tu sais, c'est un âge où on rêve de princesse, donc on essaie de trouver des idéaux qui se calquent un peu à ça. En tout cas, moi, c'était mon cas. J'avais un côté très, petite fille qui s'habille en rose. Ça a beaucoup changé ensuite. Donc, hôtesse de l'air, voyager. Tu vois, c'était vraiment le côté voyage et exploration. Ok. C'était déjà un signe. Et après, collège, lycée, c'est... Pareil, pour qu'on comprenne un peu quel type d'adolescente t'étais, tu regardais quel type de film, t'écoutais quel type de musique, c'était plutôt en quel camp? Alors moi j'étais dans le clan des geeks, on n'utilisait pas le terme geek encore à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore cette notion. Oui, donc, quand on aimait les mangas, tout ça. C'était le clan des losers et gens bizarres. Aujourd'hui ça fait bien de parler des geeks, ils ont grandi depuis, aujourd'hui ce sont ceux qui créent les jeux vidéo et qui ont finalement beaucoup de pouvoir, mais moi ma génération, je suis née en 79, le clan des gens bizarres c'était juste le clan des gens bizarres qui n'était pas cool parce qu'ils ne portaient pas des marques, parce qu'ils n'avaient pas de vélomoteur ou de scooter, parce qu'ils fumaient pas et en fait notre truc c'était dessiner, lire des BD, écouter de la musique. Donc de la petite fille écolière modèle, c'est vrai qu'à partir du collège j'ai plus été un peu un garçon manqué et puis très tourné vers en cinéma, c'était cinéma d'action, arts martiaux parce que j'ai grandi avec des frangins. Donc toute la série Rocky, les Star Wars. évidemment, ouais. Star Wars, Indiana Rocky, Jones. oui, bien sûr, Retour vers le futur. Enfin, ça c'est attention, tu parles de mes valeurs là. Quiconque critiquera ces références sera banni à jamais. Donc ouais, j'avais pas trop de tolérance. Donc voilà, c'était mes références, très introvertie, très discrète. D'ailleurs, c'est toujours quelque chose qu'on me reprochait. Mais c'était ma personnalité et puis voilà, j'étais aussi dans un cocon familial assez strict. Donc si tu veux, je sortais pas, j'étais pas dans l'émancipation d'une ado qui flirte, j'étais tout sauf la jolie fille du lycée, tu sais la fameuse pop-up girl qu'on voit dans les comédies américaines. Ouais, c'était pas ton Non, truc. moi j'étais Mercredi Addams. Plutôt habillée en noir avec du gros maquillage. Alors ça c'est arrivé quand j'ai commencé à être étudiante. Collège, lycée, j'étais invisible. Et puis à partir de 18 ans, je quitte le nid familial, je vais à Grenoble. Et alors là, là je traîne avec les goths et les métalleux de Grenoble. Et je me retrouve dans cette communauté parce c'est des gens très littéraires, très cultivés. Donc voilà, ça a été plus mes références à l'époque. Parce qu'en plus, toi, si je dis pas de bêtises, après le bac, tu fais une prépa, non? Tu fais genre Cagnes-Hippocagne ou Non, pas, je voulais faire Cagnes-Hippocagne, mais mes parents m'ont dirigée vers Sciences Po. Mais c'était pas du tout mon choix, je manquais clairement de maturité. Je me suis retrouvée avec des étudiants qui étaient pour la plupart plus âgés, donc j'ai été admise en première année, mais en étant complètement larguée. Moi, l'actu, ça m'intéressait pas. J'étais beaucoup plus passionnée par le 19e siècle et le romantisme allemand dans la poésie ou dessiner des enluminures que de m'intéresser tu vois, à la prochaine manif et aux partis politiques. J'en avais rien à foutre. Donc je reconnais que c'était un choix stratégique en termes d'études, mais j'étais pas à ma place. Ok, donc là tu arrives à Grenoble, tu rentres donc à Sciences Po là-bas directement. Ouais.
tu commences à changer un peu d'univers, de groupe de potes. Bah, c'est comme nous tous, normal, quand on a notre bac, d'un coup, surtout quand on quitte le nid familial. Il y en a à 18 ans, ils restent chez eux. Ah bah oui, mais là, c'est l'émancipation. C'est d'un seul coup, tu n'as plus personne pour te dire tu dois rentrer à telle heure. Et quand tu n'as pas été habitué à prendre des libertés, bah alors là, c'est l'effet cocotte minute, quoi. Et à ce moment-là, t'es fêtarde, tu sors beaucoup, toi qui étais peut-être très sage collège-lycée, ou ça change pas trop ça, hein? J'ai jamais été une fêtarde. J'ai jamais été branchée par les discothèques, mais j'ai eu ma petite phase de découverte. Mais c'était... Ouais, non, j'ai eu ma phase, mais pour autant, j'allais pas dans les fêtes étudiantes, tu vois. Ouais. C'était pas mon truc. C'était pas ton kiff. Hein. Non. Je suis sortie, mais c'était plus être avec des gens avec qui je me sentais, où je sentais qu'il y avait vraiment des affinités. Mais aller dans une boîte où on s'entend pas parler pour boire un mauvais alcool sur une mauvaise musique, et en plus payer pour ça. C'est dur, franchement, 15 €, un sale whisky coca de merde, par contre, sympa quand même. Tu sais, la blague, c'est que finalement, je spoil un peu la suite, mais j'ai passé énormément de temps dans les discothèques. Mais t'étais pas du côté du bar avec les whisky coca de merde, t'étais plutôt sur le podium. J'étais sur le podium, ouais. C'était moi le clown en bikini à faire la gogo danseuse. Mais là, c'était différent parce que j'étais payée pour. Ok. Bah, je pense qu'il se passe peut-être des petites choses entre-temps, parce que donc, tu tentes Sciences Po. Ouais. Ça te fait chier, donc tu vas au bout, je foire volontairement ma première année quand même. Ok. Enfin, il y a des choses qui m'intéressent, d'autres moins. Donc bon, bah voilà, je fais ma première année, mais ça ne me permet pas de passer la deuxième. Et là, je me tourne vers les lettres en pensant que ça sera plus adéquat. Donc fac de lettres, toujours à Grenoble. Première année, je suis super motivée, j'ai des très bons résultats. Deuxième année, puis là, ça commence à s'amoindrir en cours de licence. Parce que, en fait, je me rends compte que je me sens toujours pas à ma place. Je suis dans un univers où, moi, c'est la passion, en fait, qui m'a amenée à me tourner vers les lettres. Et je me retrouve dans un système qui est un système que je n'aime pas du tout, qui est celui de l'enseignement. Ouais. Et où je me dis, mais merde c'est seulement en troisième année où je me dis, mais attends, mais en fait, je vais faire quoi avec ce diplôme? Ouais. Ah ouais, en fait, c'est pour devenir enseignante. Et j'ai pas envie. Enfin, tu vas transmettre quelque chose qui me plaît, oui, mais dans le système tel qu'il était à ce moment-là, c'est pire aujourd'hui même, dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, je dis mais putain, mais pas du tout, quoi. Je veux pas, c'est impossible, je ne peux pas me retrouver dans quelque chose où je suis dans une forme de répétition, avec un cadre qu'on m'impose. Tu vois, moi je suis idéaliste à ce moment-là et pas du tout mature. Pour moi, être enseignant, c'est le cercle des potes disparus. Ouais, je me doute, ouais. Donc gros décalage, ça pas du tout. Avec Robin Williams, feu Robin Williams. Ouais. Grand film, grand acteur. Et parallèlement, j'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin de me découvrir en tant que femme. Je suis toujours extrêmement introvertie, timide, et je me sens pas bien dans mon corps, j'ai besoin d'explorer. Et comme je suis quelqu'un d'extrême et qui aime bien les défis, je me lance le défi en fait de bosser en boîte de nuit en tant que gogo danseuse. Et ça part d'une blague au départ. Et comment, alors ça, je comprends on va dire le cheminement intellectuel d'en arriver à là et se dire bah tiens pourquoi pas après tout. Et donc là c'est quoi, c'est tu arrives avec ton petit CV en boîte de nuit, tu dis je postule quoi, comment on fait quoi? Non, en fait c'est parce que j'avais vu, c'est parti en fait d'une gogo danseuse que j'avais vue dans l'une des rares soirées étudiantes où j'étais allée. Et en fait, je la regarde et réaction très basique, hein, c'est « Ah, la pétasse, c'est nul ce qu'elle se fait, elle est vulgaire, dis donc, elle se respecte pas. » Et en fait, je la regarde et je dis « Mais en fait, elle est souriante, elle faisait bien son job, elle était jolie. » Et puis j'étais là en fait tu vois, vraiment en râleuse et à un moment donné, j'appuie sur pause, c'est un peu comme si je m'observais et je me dis « Mais t'es ridicule en fait, c'est quoi ton problème, t'es jalouse ou quoi? Parce que elle fait son job, elle est à sa place. Et toi, en fait, tu la critiques, mais en attendant, t'es assise, t'es toute seule et tu passes pas une bonne soirée. Et t'as un mauvais whisky coca, 15 balles. Exactement. C'était plus gin tonic. Ouais. Et donc à ce moment-là, je me remets en question, je me dis j'ai peut-être un truc à aller bousculer là. C'est facile de la critiquer, mais est-ce que je serais en mesure de faire mieux? Et donc ça part de ça, c'est ok, tu critiques, mais vas-y, t'es pas cap.
de faire mieux. Donc en fait, je suis allée vers elle et je lui ai demandé conseil. On s'est vu ensuite et elle m'a conseillé pour me lancer dans ce milieu-là. Allez, à vous, qui ici adore les factures? Personne, hein? Eh bien, moi non plus. Et pourtant, en 2026 pour les grandes entreprises et en 2027 pour les TPE et les PME, tout devra être dématérialisé. C'est la loi. Mais pas de panique, Deltic t'offre une solution pour que tu n'aies absolument rien à faire, ou presque. L'idée, c'est de dire adieu au cauchemar de la gestion de documents. Factures papier qui s'empilent, saisies manuelles et bien sûr, un max d'erreurs à la clé. Sérieusement, on est en 2024, donc vraiment, pourquoi se compliquer la vie? Voilà comment Deltic te sauve la mise. Deltic, c'est l'automatisation ultime. Tes factures sont lues, saisies, validées et même classées sans que tu lèves le petit doigt. Du coup, fini les erreurs et fini la galère. Deltic s'intègre avec tous les logiciels de compta comme Sage, EBP, etc. Et même avec le tien, ne t'inquiète surtout pas. Ok, mais ça marche vraiment? Bah, la preuve, Carrefour City, Brut, le Crédit Agricole, Veolia et également des centaines de TPE et de PME sont déjà passés sur Deltic. Eux, ils gagnent un max de temps et toi, du coup, tu attends quoi? Et le meilleur dans tout ça, c'est le prix. Pour seulement 155 € par mois, tu as une solution qui coûte moins cher qu'un abonnement à la salle de sport. Et à ce prix-là, tu automatises tout ce qui t'ennuie le plus. Parce que 2027 et surtout 2026, ça arrive très vite. Mais avec Deltic, tu seras prêt avant tout le monde. Plus de perte de temps, plus d'erreurs, juste de l'efficacité. Alors, fais le bon choix, passe sur Deltic dès maintenant et laisse la technologie faire le boulot pour toi. Et en plus, tu as un très joli code promo qui se cache dans la description de cet épisode. Donc, tu n'as absolument rien à perdre, tout à y gagner. Merci à Deltic et bonne écoute. Et alors, comment ça se passe les premières fois? Ça doit foutre la trouille un peu. On parlait du TEDx, c'est le même exercice en fait. C'était un TEDx avant l'heure, sauf qu'il n'y a pas rien à apprendre par cœur oralement parlant. Ouais. Et du coup, pareil, ça doit être ultra flippant, quoi. C'est flippant, mais en même temps, il y a des choses qui aident. Le TEDx, quand tu parles en ton nom. Tu parles de ton histoire. En fait, tu es dans une posture hyper vulnérable, à moins de faire une conférence sur un thème. Mais dès lors que tu parles de toi, c'est quand même pas rien, tu vois. Donc c'est ça qui est flippant, c'est de se dire, je partage avec vous une partie de mon histoire, est-ce que ça va vous intéresser? Alors que là, tu es dans le milieu de la nuit, donc déjà la nuit, c'est une autorisation. Il y a plein de gens qui préfèrent sortir le soir, pas parce qu'ils vont mieux interagir, mais le fait d'être dans la pénombre, c'est une autorisation à transgresser, c'est une rupture avec la vie du quotidien. Et du coup, pour certains, à être plus eux-mêmes. Ouais, ou à jouer, à être quelqu'un d'autre. Et moi, en l'occurrence, c'est ça à ce moment-là. Il y a le maquillage, je me déguise. Au moment où je me mets en go-go danseuse, même si c'est très maladroit, c'est pas Céline, c'est je joue à être une go-go danseuse. C'est comme Catwoman, quoi. Ouais, c'est le syndrome Catwoman, c'est comme ça que je l'appelle, où vraiment je m'amuse à être dans un personnage. Et à ce moment-là, pour moi, c'est une blague, je vais me faire passer pour une go-go danseuse. Et mon défi, c'est que les gens qui me voient se disent « Ah putain, c'est la go-go danseuse de la boîte ». Okay. Alors que moi, je dis « Mais non, mais pas du tout, je suis étudiante, je ne suis pas censée être là ». Et donc, je m'amuse, je le fais, et c'est vrai que j'ai le trac, parce qu'en plus, je ne sais pas du tout danser. En même temps, c'est pas vraiment danser. Mais si tu veux, il y a moins d'enjeux que lorsque tu parles en ton nom, parce que c'est un jeu. C'est pour de faux. Parce que là, il y a un premier enjeu quand même qui est le fait de faire une performance devant beaucoup de gens. Ouais. Et là, du coup, c'était à quel point il y avait un côté strip aussi ou non, c'était juste danser là? Non, c'était que go danseuse, c'était dans un petit club, c'était pas... Ça va, pour commencer, c'est light. Enfin, plus light à ce niveau-là. Ouais, en fait, tu sais, à partir du moment où tu as des regards sur toi, c'est quand même... Parfois, la foule, ça aide aussi, parce que tu disparais dans la foule. Ouais. Mais quand il y a moins de monde, tu peux sentir davantage le regard des autres. Mais ouais, ça a été maladroit, mais c'était... je jubilais à l'intérieur, tu vois. Même si je me disais, oh là là, ce que je fais, c'est nul, c'est quand même... Ça a pris du plaisir quand même, du coup. Ouais. Tu t'es quand même un peu révélé là, à ce moment-là, tu t'es dit, tiens, je viens de débloquer un truc là. Ouais, c'est un premier déclic. Okay. Et j'ai envie de continuer. Donc du coup, tu mènes un peu cette double vie fac et go-go danseuse en boîte pendant, je sais pas, c'est dans combien de temps cette histoire? J'ai commencé, j'ai commencé
En fait, je me demande si j'ai pas déjà commencé alors que j'étais à Sciences Po, à vrai dire, ou en première année de lettres. J'ai pas les dates exactes, hein, mais en tout cas, je l'ai fait pendant les études, pendant plus d'1 an, ça c'est sûr. Ouais. Et après, donc, ça va être quoi l'étape d'après qui fait que tu vas drop out les études et pour partir faire d'autres choses? Eh bien, il y a 2 choses. D'une part, j'ai de moins en moins d'intérêt pour les études. Je suis très isolée aussi. Et ça, c'est pas bon. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très vite, concentrées sur un objectif. Mais moi, à ce moment-là, je suis jeune, je manque de repères, j'ai pas développé une maturité, une autonomie d'adulte. Et donc, c'est, tu vois, c'est vraiment, clairement, je manque de repères. Donc j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'un objectif et je ne le trouve pas dans les études. Parallèlement, il y a cet engouement de plus en plus grand pour le milieu de la nuit où je m'amuse, où je me découvre une forme de pouvoir, où je veux dire, ah, putain, mais moi en fait qui ai toujours été très discrète, et ben là c'est plaisant d'être dans la lumière d'une certaine manière. Okay. Et alors que je m'étais promis de jamais faire de striptease, bah finalement ça devient quelque chose de logique. Donc de go-go dancing, je passe au striptease topless, ensuite le striptease intégral. Ça m'amuse énormément parce que je me sens toute puissante. Et à ce moment-là, pourtant je suis quelqu'un de très pudique, je veux dire typiquement dans les vestiaires à la salle de sport, tu me verras toujours planqué. Bah non, tu me verras pas déjà, mais je suis toujours planquée. Si tu me vois, c'est que vraiment il y a un petit problème là. Ouais, c'est louché. Ouais, le mec avec un impair bizarre, tu vois. Mais non, mais je suis, j'ai toujours. Ça peut paraître paradoxal, mais en tant que Céline, je suis quelqu'un de très pudique. Mais à ce moment-là, c'est pour de faux. Mon corps est un outil de travail. Je joue avec, et donc la nudité n'est pas tant un problème que ça. Et ça, c'est marrant parce que, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui vont t'écouter et qui vont potentiellement avoir du mal à le croire. Alors que, en fait, souvent, quand on écoute des interviews de travailleuses du sexe, c'est souvent que cette pudeur et que cette timidité revient et qu'en fait, il y a le côté, en fait, dans le porn ou dans le monde encore une fois des travailleuses du sexe, et ben en fait c'est un autre personnage et du coup il y a une sorte de dédoublement de la personnalité. Mais en fait. Tout artiste, tu as plein de comédiens, de comédiennes, de musiciens, d'humoristes qui dévoilent une facette d'eux-mêmes où ils vont vraiment se lâcher, aller dans les excès. Et dans leur vie, ça peut être des personnes parfois dépressives, pudiques, timides, mais elles compensent en fait à travers leur facette artistique. On parlait de Robin Williams, c'était exactement ça, que c'était clown à l'écran et dépressif dans la vraie vie. Ouais. Un extrême, on appelle souvent un autre. Ok. Donc du coup, tu passes donc ce stade de plus, tu sens que tu prends du plaisir à le faire, que ça t'émancipe. Ouais. C'est quoi du coup en fait là, en gros l'étape d'après? Comment tu vas arriver dans cette industrie pour de bon en fait? Alors l'étape d'après, c'est un photographe qui travaille pour le magazine Penthouse et qui recherche un modèle et à ce moment-là, je suis aussi dans cette démarche de faire de la photo. J'ai vraiment envie d'explorer tout ce qu'il y a autour de ça. Le porno aussi m'intéresse, sachant que j'ai découvert très tard. Mais je découvre ça et je suis fascinée par les actrices porno qui, à cette époque, en tout cas, avaient vraiment une image qui pour moi était plutôt valorisante parce que je parle vraiment des références comme Gina Jameson ou les Vivid Girls, enfin tu vois, vraiment toute cette génération d'actrices américaines qui tournaient dans des films à gros budget. C'était vendu en VHS à des prix très élevés et c'était pas le porno qu'on connaît aujourd'hui qui est plus dans le côté amat et perf. Là, on parle vraiment de femmes qui étaient vraiment des déesses, quoi. Et moi, je vois ça, je dis, waouh, elles sont trop fortes, elles sont trop belles. Donc, je commence à développer une forme de fascination pour ça. Et je rencontre ce photographe qui bosse pour Penthouse, et il se trouve que Penthouse, à ce moment-là, qui est aussi implanté en France, veut faire de la prod de film X et il cherche une actrice à signer sous contrat. Et comment tu rencontres cette personne? C'est quoi? C'est qu'en fait, tu arrives en fait par le réseau, tu arrives en fait parce que tu t'intéresses et tu cherches à rentrer en contact avec lui? C'est par une autre, c'est par cette fameuse go danseuse en fait que j'avais rencontrée, qui avait son réseau. Il me semble que c'est par elle qu'elle me dit, ah bah tiens, je connais un photographe, il cherche des modèles, si ça t'intéresse, et voilà, c'est un petit milieu en fait. Et tu la vois encore cette nana-là? Non.
Non, mais je sais ce qu'elle est devenue et elle a eu une super carrière ensuite dans d'autres domaines. Voilà, c'est rigolo de voir les trajectoires. Si elle nous regarde, du coup, on l'embrasse aussi. Ouais. Hein. Ouais. Donc, tu rencontres ce photographe, donc je suppose que ça a marché. Alors, pas du tout. Pas du tout. Non, en fait, j'étais censée faire des photos avec lui que je n'ai jamais faites, et heureusement, parce que je suis tombée sur le cliché du photographe poisseux, qui t'appelle ma chérie, qui est vraiment, on est vraiment dans le cliché du mec abusif. Donc heureusement, je n'ai jamais posé pour lui, mais il m'a en tout cas présenté directement à la société Penthouse, et c'est comme ça en fait que ça s'est enclenché. Mais moi à ce moment-là, je ne cherchais pas à faire carrière. J'étais toujours dans ce jeu de la transgression, de l'exploration, du défi, et de me dire je veux savoir ce que ça fait que de vivre cette expérience, mais je le vis en secret, j'en parle à personne autour de moi, et c'est une forme de plaisir aussi que d'avoir une double vie. Et c'est là, ouais, en fait, là tu penses court terme, c'est une expérience, ouais. C'est comme quelqu'un qui va prendre un cours d'escalade, il se dit pas tiens je vais prendre un cours d'escalade parce que j'ai envie d'aller faire le Mont Blanc. C'est une comparaison intéressante. C'est vrai, premier jeu de mots gênant du podcast, pardon. Donc du coup tu signes avec eux, tu fais, je sais pas, donc là tu sais quoi, c'est une première scène, un premier film. Je crois que c'était un contrat de 9 mois il me semble. Ah c'est directement des longs contrats? Non, 9 mois c'est rien, mais... je me rends pas compte. Ou 6 mois, en tout cas c'était un contrat court. Et j'ai l'occasion de faire ma première scène, et en fait je me sens... je me sens dans mon élément. Je sais que ça peut faire bizarre, et en même temps je connais très peu ma sexualité à ce moment-là, et en même temps ça a du sens parce que finalement moins on a de connaissances sur son corps, moins on a de connaissances sur ses limites, et plus on est un bon sujet pour faire du porno. Ouais, forcément. Okay. Surtout quand tu es dans une curiosité, que tu as envie d'explorer, mais c'est du pain béni en fait pour les sociétés de production. Alors que quand tu te connais, tu dis bah non, j'ai mes limites, je fais pas ci, je fais pas ça. T'es moins malléable en quelque sorte. En plus à ce moment-là, donc t'as quoi, 21, 22 ans? Ouais, je commence à 21 ans, ouais. Et là, tu te rappelles, c'est bien payé déjà à cette époque ou pas? Ça dépend ce que j'appelle bien payé. Moi, je pense que ça n'a jamais été bien payé dans la mesure où tu es rémunéré à la scène, tu cèdes tes droits à l'image à vie, et même post-mortem, sur tout support existant et à venir. Donc en soi, déjà, le contrat de cession de droit à l'image, qui est aussi valable d'ailleurs ailleurs, pas que dans le X, il est abusif. Donc à partir de là, j'estime que ce n'est pas suffisamment payé, mais à cette période, Internet n'est pas développé comme aujourd'hui. Oui. C'était le marché des DVD. Su, parce que là, avec, je sais pas, peut-être les dizaines de millions de vues qu'il peut y avoir sur tes vidéos là en ligne, toi tu touches pas un copec là-dessus. Ah non, c'était le marché du DVD à ce moment-là, et Internet n'émergeait pas encore. Ok, donc ça veut dire, là c'est déjà le DVD, on est dans les années, c'est quoi? 2000. C'est 2000 et quelques, ouais. Ok, donc là tu fais tes premières scènes, tes premiers films, t'aimes bien. Donc là, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que en fait tu mets du temps à être vraiment connu et reconnu dans ce milieu? Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit en intro, mais c'est vrai que sur ces 20 dernières années, vous êtes peut-être, je sais pas, 3, 4, 5 actrices à être un peu médiatisées, mais bon, avec Clara Morgan, c'est toi la plus médiatisée. Je pense qu'il s'est passé des choses entre temps, mais comment on fait par rapport peut-être aux dizaines de nanas et de mecs qui sont dans ce milieu-là? Comment on fait pour tirer son épingle du jeu en fait? Qu'est-ce qui a marché pour toi qui n'a pas forcément marché pour d'autres? Moi, je cherchais pas à être médiatisée déjà. Je voulais faire ça de manière assez souterraine. Honnêtement, j'ai toujours été étonnée de mon succès, vraiment. Enfin, même aux États-Unis, après. Je me suis toujours posé la question parce que je me disais mais quand même je croise des bombasses de partout. Je me dis mais qu'est-ce qui fait que... Bon, je pense que ce qui a joué c'est ma conscience professionnelle. C'est vraiment de considérer ça comme un métier. Parce que tu peux considérer ça effectivement comme une manière rapide de faire de l'argent, comme une manière je sais pas, de te montrer. Certaines filles vont faire ça parce qu'elles ont d'autres activités derrière, d'escorte, de choses comme ça. Moi, j'y suis allée avec beaucoup de naïveté, d'enthousiasme et en même temps d'engagement, c'est-à-dire que j'avais une vie saine, j'arrivais à l'heure, j'étais contente d'être là et j'avais envie que les gens soient contents autour de moi. Ok. Donc en fait, de fil en aiguille, si tu veux, je me suis retrouvée à bosser de manière très naturelle parce que c'était simple.
Enfin, c'était fluide, tu vois, j'étais contente d'être là, quoi. Et après, alors du coup, qu'on se rende compte, en fait, après, c'est quoi le rythme? C'est tous les jours, tu viens au taf, tu fais une scène, tu repars, ou c'est toutes les semaines? Là, tu vas à un endroit, tu fais un tournage, ça dure 5 jours, après tu fais rien pendant 15 jours. Oui, Comment ça se passe en fait, aux États-Unis, tu peux te retrouver à bosser tous les jours, tout est centralisé. Mais en France, en Europe, c'est à chaque fois, c'est pas centralisé, c'est très disparate, donc c'est beaucoup plus précaire en fait. En Europe, une actrice peut très bien se retrouver à tourner 3, 4, 5 jours et puis d'un seul coup ne plus avoir rien du tout pendant un mois. Okay. Donc les débuts sont... En tout cas, en France ou en Europe, ça peut être compliqué, quoique aujourd'hui, avec OnlyFans et toutes ces plateformes, ça a changé la donne. Mais à l'époque, c'était quand même un métier marginal, avec peu de reconnaissance, une certaine discrimination. C'était pas comme aux États-Unis, où c'était vraiment une industrie. Okay. Et toi, cette reconnaissance dans ce milieu et cette reconnaissance par rapport en fait, au public qui consommait des films X, est-ce que ça vient tout de suite ou est-ce que ça met quelques années à Ça met quelques années et ça vient surtout à ce moment-là, après avec les diffusions sur Canal, parce qu'à cette époque, c'est surtout ça, c'est la fameuse diffusion du film le premier samedi du mois, pour les gens qui étaient abonnés. Voilà, et donc c'est ça, c'est des magazines spécialisés, mais ça reste dans un cercle fermé, adressé à des personnes qui consomment et qui sont donc adultes. Oui. Donc c'est... Sauf les enfants qui se relevaient la nuit ou qui enregistraient. Ouais, mais bon, c'est quand même une reconnaissance dans un cercle restreint et donc à cette époque-là, on me reconnaît pas encore dans la rue. Ça vient plus tard. Ou alors peut-être ceux qui te reconnaissent, n'osent pas le dire. Oui, mais ça vient. Ouais, mais je pense qu'au bout de 4 ans quand même, il a fallu. Que je construise. Toi, en fait, est-ce que tu te rappelles ta première interview que tu donnes, la première fois que tu passes à la télé en mode interview? Alors, ça peut être encore une fois ça pouvait être, je sais pas, peut-être au Journal du Hard ou ça pouvait être autre part. Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, je m'en souviens. C'était quoi? Bah justement, ouais, c'était pour le Journal du Hard en l'occurrence, effectivement. Et mais moi, ça me touchait pas parce qu'encore une fois, ça m'a jamais impressionné. Et en plus, j'ai toujours eu ce côté. Comment dire, j'ai toujours eu un rapport à ce métier qui était de l'ordre de la blague. Et pour moi, la célébrité, ça a toujours été une vaste blague, quoi. Ouais. C'est, ouais, bon, t'es connu, mais en gros, tu fais rien d'extraordinaire, faut un peu redescendre. Moi, j'ai jamais fait d'exploit, donc c'est toujours, tiens, c'est marrant, on me reconnaît, mais tu vois. Donc c'est pas ça qui compte pour moi à ce moment-là. Moi, j'ai envie de vivre cette expérience pour moi. À quel moment en fait on commence à vraiment t'inviter sur les plateaux de télé ça vient très vite. Chez les Ardisson, les Ruquier et compagnie. Au départ, c'était Coé à l'époque qui était réputé pour inviter les actrices porno à son émission de radio. Et ensuite, ça a été effectivement sur les plateaux de télé. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on t'a invité toi parmi peut-être les dizaines d'actrices du moment qu'il y avait? C'est parce que c'est toi qui avais le plus de succès, qui avait le plus de récompenses, qui tournait le plus de films. Enfin, c'était quoi d'après toi? C'est une bonne question, il faudrait leur poser la question. J'étais l'une des actrices les plus actives. Enfin, je veux dire, j'étais toujours celle qu'on mettait en cover, tu vois. Donc, je ne saurais pas répondre en fait. Ouais. Tu vois, je sais pas. Et t'en as des bons souvenirs de toute cette période où on t'invite en tant qu'actrice X? T'en as des bons souvenirs ou c'était peut-être, je sais pas, parfois un peu lourd, même peut-être parfois un peu peut-être, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été méchants, qui ont essayé de te piéger ou quoi? Enfin, toujours, mais t'as pas besoin d'être actrice X pour être face à des gens qui vont être un peu, tu vois, comment dire, un peu mal intentionnés. À l'époque, c'est... oui, c'est ça, à l'époque, il n'y avait pas le contre-pouvoir d'Internet. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une ère de la bienveillance, du respect du consentement, un rapport homme-femme aussi qui a évolué, et tant mieux. Mais à l'époque, quand tu allais sur un plateau télé, généralement quand même, tu sentais que tu entrais dans l'arène.
Ouais. C'est ok, j'y vais pour ma promo, mais putain, faut que je sois armée, quoi. Donc toi, tu dis, ça faisait partie promo, des codes. Toi, tu dis pour ta promo, mais du coup, c'est quoi? C'était en fait, t'étais payé par les sociétés de production pour aller, on va dire, un peu vendre ta marque? Non, en fait, non, c'était quand t'avais des autres choses peut-être à vendre? Non, pas encore à ce moment-là. Non, c'était construire une image, c'est exister médiatiquement pour ensuite justement faire d'autres choses. Donc, t'avais quand même déjà en fait cette idée de dire, je vais construire une audience, me faire connaître parce que je pense à ce que je vais faire après et du coup, je pourrais me servir de cet asset, de cette notoriété ou j'étais t'avais pas ça en idée? J'étais pas dans la stratégie. Honnêtement, je fais à fond ce que je fais et ça fait partie du jeu de faire des médias. Ouais, okay. Tu vois, ça fait partie du jeu. En fait, je me posais même pas la question, à vrai dire. Il n'y avait pas de recherche de conversion, j'ai un produit à vendre, j'avais pas ce regard business. Moi, j'étais vraiment dans une dimension très personnelle d'exploration. Okay. Et le succès a été une conséquence. Ça n'a pas été une recherche. La performance, ça a été aussi une conséquence. Mais ce n'était pas le but. Ok. Tu vois ? Et cette conséquence, c'était une conséquence agréable ou a posteriori plus désagréable? Quoi, agréable? Quoi, le succès ? Ouais, le fait d'être connu, reconnu. Tu sais, tu as des discriminations positives et négatives. Quand tu es reconnu, évidemment que tu es étiqueté, mais en même temps, c'est un peu normal. Je veux dire, j'ai communiqué à ce moment-là avec une posture de personnage, donc c'était plutôt normal qu'on me voit à travers ce personnage, mais effectivement ça crée beaucoup de malentendus, ça brouille le rapport homme-femme, les gens ne comprennent pas forcément que y a un temps pour tout, un espace pour tout, et que oui, tu peux très bien te mettre en scène d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que tu es disponible en fait, mais ça c'est valable pour toute personne qui est médiatisée. Mais il y a aussi des avantages aussi, des choses. Moi, j'ai eu toujours un rapport au public très convivial, des personnes qui me remerciaient, des hommes, des femmes, tu vois, c'est très varié en fait, mais j'ai pas à me plaindre. Il y aura toujours évidemment des personnes pour critiquer, mais j'ai envie de retenir le meilleur quand même. Ok. Tu fais ce métier pendant, je sais pas, plus de 10 ans, 12 ans? Je l'ai fait 13 ans. 13 ans tout de même. On va parler de la suite un peu parce que... Mais justement, c'est pour ça que cool. C'est pour ça que je te dis, je prépare l'après. Ouais. Qu'est-ce qui fait que du coup tu quittes ce monde? Et en fait, ça a été quoi un peu le déclic? Et en fait, à ce moment-là, toi qui as fait ce métier pendant longtemps, qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Alors, encore une fois, je n'ai pas de stratégie. Je suis la reine de la non-stratégie et j'ai toujours suivi mon intuition. Donc, au bout de 13 ans, je suis à Los Angeles. Ma carrière, désormais, est surtout américaine, puisque c'est là où il y a le pôle. J'ai vraiment installé mon nom là-bas. Je fais partie des actrices qui fonctionnent le plus. J'ai créé ma boîte, j'ai déposé ma marque. Enfin bref, en fait, ce qui était un jeu, une transgression, s'est transformé vraiment, effectivement, en business et en quelque chose de beaucoup plus construit. Sauf que, en 13 ans, et c'est normal, on évolue. Donc la jeune femme de 21 ans est devenue une femme à part entière qui a d'autres aspirations, qui a besoin aussi d'avoir une sexualité intime, qu'on a un peu ras-le-bol qu'on lui dicte quoi faire devant la caméra, tu vois, ce qui est un peu normal. Enfin, il y en a qui s'en accommodent très bien, mais moi, à ce moment-là, c'est oulala, en fait, c'est bon, quoi, j'ai plus rien à apprendre de ça. L'industrie a changé, j'ai commencé à l'ère des VHS, et là, je me retrouve à l'ère d'Internet où il se trouve qu'il y a plein de contenus qui sont exposés gratuitement, et je me dis, en fait, c'était pas le deal, sauf que j'ai pas de pouvoir sur ça. En plus, il y a des mineurs qui sont exposés à ça, donc d'un point de vue éthique, c'est quand même problématique. Et puis je commence à ouvrir un peu plus les yeux autour de moi en me disant, mais putain, un peu comme en fac, tu vois, où je me dis, mais moi j'étais là au départ par jeu, par passion, mais autour de moi, est-ce que vraiment les autres sont dans la même dynamique ? Et finalement, c'est comme si un filtre disparaissait, que je commençais vraiment à voir les choses telles qu'elles étaient. Et je dis, mais merde, en fait... ça devient triste, tu vois. Les portables, tout le monde est à faire ses selfies, les acteurs et les actrices ne se regardent plus, chacun est concentré sur son propre truc. Je dis, mais c'est triste en fait, ce qui était quelque chose de joyeux au départ ne l'est plus du tout. Ouais, joyeux et transgressif en fait. C'est devenu industriel, quoi. C'est industriel. C'est industriel, donc dans des super conditions
professionnel, parce que ce sont les États-Unis et tout est vraiment carré. Enfin, vraiment, c'est un métier à part entière. C'est bien payé, tout ce que tu veux, mais je me dis, mais j'ai plus rien à faire ici. Donc là, tu dis stop, ça a été un long processus ou c'est assez... C'est une succession de prises de conscience, évidemment, qui s'est faite dans le temps. Mais par contre, la décision de partir, alors là, ça a vraiment été le... faut que je m'en aille, quoi. Okay. Tu vois, c'est vraiment corporel, finalement. Et là, donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce processus quand on change totalement de vie, mais en fait, c'est à ton échelle, c'est comme à l'échelle de quelqu'un qui, je sais pas, a été pendant 20 ans cadre supérieur chez AXA, puis qui d'un coup se dit, en fait, moi, c'est pas ça que je veux faire, je veux être menuisier. En fait, c'est la même chose, c'est difficile quand tu as été expert dans un domaine à te dire, je vais vouloir changer du tout au tout. Mais toi, est-ce que tu as même déjà l'idée de ce que tu veux faire après? Est-ce que tu as déjà en fait des, pas du tout. Pistes et en plus, on a pas. Non, parce que j'arrête de manière assez impulsive. Je vais mettre 5-6 ans, tu vois, à vraiment trouver ma place. Donc le processus de reconversion va prendre du temps, où je vais me diriger dans certaines directions pour finalement réaliser que ça prend pas, ou non, je suis pas encore dans la bonne voie. Mais j'apprends. Et à un moment donné, ça fait sens d'être dans le métier que je fais aujourd'hui, dans l'accompagnement. Mais c'est vraiment un processus. Et à ce moment-là, en fait, le besoin, déjà, c'est de faire le deuil de cette carrière. Et ça va prendre du temps. Mais ça commence déjà par un truc très symbolique qui est de lâcher mon nom. De se dire, ok, Katsuni, maintenant c'est fini, c'est associé à ce personnage, à cette activité. Je redeviens moi et maintenant, j'ai rien. Personne ne connaît Céline Tran et tout le monde s'en fout. Mais c'est moi, je suis vivante, donc... Tant que je suis vivante, mes ressources, elles sont là. J'ai pas conscience de ce que j'ai dans les mains à ce moment-là, mais je me dis, c'est à moi de reconstruire. Enfin, en tout cas, de construire quelque chose de différent. Donc ça passe par ça, par le fait de rompre avec le nom, de rompre avec l'image, de me couper des réseaux sociaux et de prendre un temps vraiment pour me recentrer sur moi et me poser les questions, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça ne vient pas tout de suite. Hein. Et donc là, tu vas faire pas mal de choses parce que c'est vrai que quand on regarde un peu ton CV, t'as été dans le cinéma, t'as écrit plusieurs bouquins, 2 ou 3, BD, ouais, BD et livres. T'as même écrit une BD, ouais, exactement. Je sais pas, est-ce que tu peux nous parler aussi de ces projets que t'as fait au fur et à mesure, mais notamment celui qui m'intéresse le plus, c'est celui au cinéma, parce que je crois que t'es carrément joué dans un film au Vietnam ou en Thaïlande? Au Cambodge. Au Cambodge, tu vois, pas du tout. Oui, alors, je vais essayer de synthétiser. D'ailleurs, j'en parle dans mon podcast Mentoresse de toutes ces étapes-là. Donc, désolé pour ceux qui connaissent déjà mon parcours, je me répète, mais alors l'écriture, en fait, j'ai été sollicitée par un auteur pour au départ paraître dans un clip promotionnel pour sa BD, et c'était pour incarner un personnage de strippeuse. Et je connais bien, évidemment, pour le coup, oui, c'est légitime qu'il se tourne vers moi à ce moment-là. Sauf que je suis justement dans un moment de ma vie où j'ai besoin de faire autre chose. Et je lui dis, écoute, c'est super, mais c'est bon, je l'ai fait 10 000 fois, ça m'intéresse pas. Et on échange, et il se rend compte que j'ai des références cinématographiques qui sont en écho avec son univers. Et il me propose de coécrire la BD avec lui. Okay, et de créer un nouveau personnage. Qui s'appelle Célina, clin d'œil à Célina de Catwoman. Et finalement, on finit par faire ce clip, mais j'incarne l'héroïne en version fighteuse. Ok. Donc ça, c'est le premier pas dans le cinéma d'action, en gros. Et ça du coup, ce film, t'en gardes quel souvenir? En fait, à ce moment-là, pareil, c'est une expérience, une opportunité, où tu te dis, en fait, pourquoi pas devenir actrice, travailler dans le cinéma d'action ou autre? Ouais, ça vient un peu plus tard. Donc là, il y a tout le processus d'écriture. Je rentre en France, on tourne ça. Je m'entraîne avec des cascadeurs pour préparer ça. Parallèlement, je tourne dans la série Le Visiteur du Futur, qui est une série vraiment grand public, geek, qui est géniale, réalisée par François Descraques. Et effectivement, à ce moment-là, je me dis, putain, mais j'ai trop envie de continuer à être devant la caméra, mais cette fois-ci avec du dialogue et des vêtements. Ok. Se rhabiller là, ce qui était un peu le titre du TEDx, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, le jour où je me suis rhabillée, ouais. Ok. Comment t'en es arrivé en fait à ce nouveau monde qui est le monde de la formation, qui est le monde, du coup, en fait, comment t'en es venu à développer cette technique là, Mentoresse, qui est également le nom de ton podcast? Comment en fait tu arrives dans ce processus qui est ta vie d'aujourd'hui, qui est ta boîte d'aujourd'hui, qui est ton activité d'aujourd'hui que tu mènes, pour laquelle tu crées du contenu, pour laquelle tu travailles en fait? Ouais.
Eh bien, en fait, ma méthode de coaching, elle est issue de tout ce que j'ai appris en tant qu'être humain, déjà de par mon parcours, à savoir toutes ces questions identitaires, ces questionnements sur les valeurs, sur comment je lâche, comment j'apprends à lâcher prise pour passer à autre chose, comment je retrouve confiance en moi, comment je retrouve de l'estime de moi aussi, parce que c'est pas parce que tu as construit un personnage super fort et connu que tu t'aimes pour autant. En fait, c'est pas la même chose. Donc j'ai placé beaucoup d'énergie à construire un personnage pour à un moment donné me dire mais ce serait peut-être bien que je m'occupe de moi en fait en tant que femme et que j'apprenne à grandir sans recourir à l'image. Donc tout ça, si tu veux, plus les périodes de doute, les périodes justement de reconversion, je me suis formée à plein de choses, beaucoup autour du corps, le yoga, le massage bien-être, le massage taille, les outils d'accompagnement comme l'hypnose. À un moment donné, tout ça, ça fait plein de branches, mais finalement qui sont réunies autour du même tronc qui est celui de la coach que je suis aujourd'hui. Donc ce sont plein d'expériences et de compétences que je rassemble pour proposer un accompagnement qui va essayer d'être le plus complet possible et qui va vraiment donner une place au corps aussi. Parce que je crois que tu avais même repris les sports de combat. En fait, tu as fait énormément de choses pendant ces 4 ans, en fait, pendant cette transition, pour en fait arriver en fait à la fin à ce que tu veux faire, qui est du coup ta méthode Mentoress et toutes tes activités de coaching, d'hypnose et de massage que tu fais aujourd'hui. Du coup, parce que là, ça fait beaucoup de choses. Oui, encore. Si aujourd'hui tu dois, par exemple, on le refait, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu as un dîner, c'est le tour de table, tout le monde doit dire ce qu'il fait. Comment toi tu te présentes aujourd'hui? C'est marrant que tu me poses cette question parce que ça m'est souvent arrivé de dire n'importe quoi. Enfin, dire n'importe quoi. Ça m'est arrivé de m'inventer d'autres métiers ou de piocher juste un truc parmi tout ce que je fais en fonction des contextes, en fonction des personnes. Et c'est drôle parce qu'en fonction de ce que tu vas dire, les gens ne vont pas forcément te considérer de la même manière. Donc c'est un jeu que je te conseille de faire. Si à un moment donné tu es dans un cercle de personnes et que tu te présentes, dis un truc qui n'a rien à voir et tu vas voir. Il ne faut pas se faire passer pour un mytho, mais c'est intéressant de voir comment à partir du moment où on se colle une étiquette, ça va influencer déjà notre manière de parler, notre manière de se présenter. Ouais. C'est assez intéressant, surtout quand c'est un métier qui peut être stigmatisant. Donc moi, quand je me présente aujourd'hui, c'est vraiment en tant que coach et scénariste. Mais pendant toute cette période de reconversion, je t'avoue que c'était pas toujours très clair. C'est bonjour Céline, je me cherche. Ouais, voilà, c'est bon, c'est en cours, en cours de développement. Mais il faut accepter ça, tu vois, ça rassure d'avoir une étiquette et de se dire je fais ça. Ouais, mais ce que tu fais ne te définit pas, c'est pas ce que tu es. Et nous, dans notre société, on a tendance à jouer là-dessus. C'est quel âge as-tu, tu fais quoi? Dans d'autres cultures, d'ailleurs, ça sera autre chose, tu vois. Au Vietnam, c'est quel âge ont tes parents, où est-ce qu'ils sont nés, et quel est leur métier, pour te situer dans une hiérarchie, en fait. Okay. Mais il y a plein de manières de se présenter. Et donc, aujourd'hui, tous ces... Donc tu fais énormément de coaching, c'est vrai que si on devait choisir un seul mot, c'est celui-là qui peut-être qui te caractérise une grande partie de ton activité. C'est un mot assez vaste, hein. Mais il y a dedans, il y a effectivement, c'est pour ça que j'ai appelé ma méthode Mentoress, c'est parce que ça peut paraître prétentieux le mot mentor, mais être mentor, c'est pas être maître ou gourou, c'est être dans une posture où justement on est sollicité pour son expérience personnelle pour donner du conseil. Et effectivement, les personnes qui me consultent ont connaissance de mon parcours et c'est ça en fait qui les met dans un rapport de confiance vis-à-vis de moi. Maintenant, le principe, c'est pas de calquer ce qui a fonctionné sur moi sur leur parcours de vie. Je calibre et c'est là que l'hypnose est super utile parce que même sans séance d'hypnose, en hypnose, on a une posture qui fait qu'on va vraiment être, mais vraiment dans une écoute ultra fine de la personne, sans jugement et sans posture haute en fait. Et tu penses que tout le monde est réceptif à ça? Parce que, moi, je pense, alors, je ne sais pas si c'est une question de lâcher prise ou pas. Moi, à chaque fois qu'on a essayé de me le faire, ça n'a pas marché. J'ai même essayé d'arrêter de fumer en hypnose. Et en fait, au bout de 25 minutes, la nana m'a dit
rentrez chez vous, hein, je pense que ça marche pas sur vous. Hein. Je vous vois encore vous gratter et tout, vous n'êtes pas du tout... Ah merde. Ça ne fonctionne pas, j'étais dégoûté. Ouais. Hein. Alors j'avais quand même arrêté de fumer à l'époque, j'ai repris 6 mois plus tard, mais au moins c'était 6 mois de gagné. Mais tu vois, ça... je sais pas si je suis réceptif ou pas. C'est un peu comme toutes les disciplines, tu as la technique et tu as le praticien. Je la connais pas, je vais pas remettre en cause ses compétences, mais ça joue quand même. Et ce qui joue, c'est même pas forcément la technique, c'est beaucoup plus toi, comment tu te sens vis-à-vis de la personne qui t'accueille, à quel point tu te sens en confiance, à quel point tu as envie d'y aller, parce que si déjà tu es en résistance, que tu te méfies, c'est mal barré et le praticien il n'est pas là pour te forcer. Ouais. Déjà. Donc bien souvent une première séance, c'est une séance de discussion pour déjà voir, c'est une manière aussi de voir ce qui fonctionne sur toi. Ça va, on t'a vu mon grand? C'est déjà une manière de voir. Je crois qu'il aurait besoin d'une petite séance d'hypnose. Une ambiance assez intéressante. Mais on n'est pas tous réceptifs de la même manière, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont de véritables éponges. Les enfants sont, alors là, ils absorbent. Ils sont tout le temps en transe, les enfants, en permanence. Mais après, c'est variable. C'est variable, mais ça s'entraîne aussi. Tu peux très bien être réticent au départ et au fur et à mesure, tu t'appropries le truc. Et tu dis, ah putain, en fait, je peux y aller tout en me sentant en sécurité, tout en ayant encore une forme de contrôle, et ça va. Je ne vais pas m'exposer, livrer quelque chose de moi que je ne veux pas partager, parce que bien souvent, et c'est légitime, tu as des gens qui ne veulent pas y aller parce qu'ils ont peur d'être manipulés, ils ont peur de dévoiler une part d'eux qui serait inavouable. C'est normal d'avoir des résistances. Mais un bon praticien, il te met dans les conditions pour que tu puisses y aller à ton rythme déjà. Et alors, du coup, je pense qu'on pourra même revenir en fait après avec les outils, parce que l'hypnose est l'un des outils que tu utilises avec tes patients. Mais aujourd'hui, en fait, quel type de patient vient te voir? En fait, quel sujet il veut traiter? Pourquoi aujourd'hui on vient voir Céline Tran? Alors, déjà, j'utilise le terme client parce que patient, c'est réservé aux professionnels de la santé en France. Donc, je préfère dire client-cliente. Les personnes qui viennent me consulter sont des personnes qui vont... alors, c'est pas « je veux faire de l'hypnose ». L'hypnose, c'est juste un outil. Ça va être... là, par exemple, je sens que je manque d'équilibre dans ma vie. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et je bloque, j'y arrive pas. Ou alors je souffre d'anxiété, j'ai du mal à lâcher prise, je dors mal, je suis dans l'hyper-contrôle. J'aimerais bien apprendre à lâcher, mais en même temps, je suis quelqu'un qui a besoin de contrôle, donc comment faire? Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui me consultent parce qu'il y a vraiment une forme de solitude chez les dirigeants en particulier, entre d'un côté l'exigence de performance, la posture qu'ils doivent justement incarner, où ça demande de la force, de la résistance, d'être sur tous les fronts, de prendre des décisions pas toujours simples, et en même temps ça reste des êtres humains avec des émotions, avec de l'empathie, où parfois justement ils ont du mal à être en empathie parce qu'ils veulent se blinder et être dans du pur business, mais à un moment donné ça leur revient dans la figure. Et donc, ça peut être tout ça, ça peut être des changements de vie, ça peut être, tu vois, des choses très courantes comme le syndrome de l'imposteur ou l'impression de ne pas mériter aussi. Ce sont des thématiques très courantes. Et toi, comment tu les aides, ces patients ces clients qui viennent te voir? Justement, la méthode mentoresse consiste déjà à leur proposer un premier rendez-vous. On va faire un état des lieux. C'est toujours personnalisé. C'est pas, j'utilise le mot méthode, mais la méthode c'est un assemblage d'outils et c'est une posture aussi. C'est des étapes en fait. Mais en fonction des personnes, je vais pas suivre la même structure et surtout pas le même rythme. Chacun a son rythme et c'est peut-être quelque chose qui peut effrayer dans le coaching, c'est qu'il y a quelque chose de directif, mais ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre et parfois même ça va être contre-productif. Et je le vois dans les réseaux sociaux, hein. Tu vois, typiquement les discours, ouais, si tu fais ça, tu vas voir, ça va fonctionner. Mais je t'emmerde en fait, parce que moi j'ai essayé, ça fonctionne pas, ou j'aimerais bien, mais en fait, j'ai pas assez confiance en moi, ou je manque d'énergie pour le faire, ou t'es bien gentil, sortir de sa zone de confort, d'accord, mais j'ai 2 gamins à nourrir, ma femme est enceinte, ou voilà, des problèmes de santé, tout repose sur mes épaules. Donc au bout d'un moment,
ça a ses limites, les conseils de coaching. Donc c'est pour ça que dans ma méthode, il y a vraiment la dimension aussi émotionnelle. On va aller, c'est pour ça que l'hypnose est utile, on va aller creuser les sous-couches et voir où sont vraiment les points de blocage. Et donc rapport à l'éducation, les événements qui ont pu marquer auparavant. Et donc voilà, c'est vraiment un travail de fond parce que c'est en faisant ça, si tu veux, que le changement va pouvoir être durable. Sinon, on ne reste qu'à la surface du discours. Et ça peut aider, mais quand il y a un blocage, franchement, il faut aller à la racine. Sinon, tu vas t'occuper d'une branche, mais ça risque de revenir, quoi. Et toi, en fait, aujourd'hui, cette activité de coaching, du coup, avec tes clients, avec cette méthode de Mentoress, toi, aujourd'hui, tu dirais que c'est un full-time job ou tu as encore d'autres activités à côté Alors, c'est vraiment mon activité principale, sachant que le coaching, c'est aussi le podcast que je viens de lancer. C'est le podcast évidemment qui s'appelle également Mentoress. C'est aussi mettre en place justement tous les accompagnements individuels. Mais je bosse aussi en duo pour les chefs d'entreprise avec un autre coach spécifiquement pour les demandes, business, développement de leur entreprise et leadership et tout ça. Donc c'est ça, c'est de préparer des formations que je vais bientôt sortir aussi sur ces thématiques. Le coaching, c'est tout ça. Tu vois, en fait, tu vas avoir toute une palette de produits en fait que tu vas pouvoir vendre. En fait, si on prend d'un point de vue vraiment business, en fait, du coup, tu as une marque qui est ton nom, qui est Céline Tran. Tu crées du coup du contenu autour de tout ça, donc sur les réseaux sociaux. Tu vas avoir ton podcast, qui pour l'instant, tu veux beaucoup faire en solo podcast. Donc en fait, tu vas raconter ton histoire, raconter ta méthode, raconter. Oui, puis avoir des invités, bien sûr. Ça et après, va tu vas avoir des invités. Quoi. Donc pour l'instant, le coaching, c'est tout ça. Et à côté, évidemment, ça ne changera pas. J'ai toujours cette part créative et puis ce rêve de gamine. Alors tu m'as posé la question de mon rêve, quel était mon métier de rêve quand j'étais gamine. Moi, quand j'étais adolescente, c'était de devenir écrivain. Et donc, pour moi, c'est écrire, c'est créer qui compte. Et là, parallèlement, donc j'ai une activité scénariste, BD et cinéma. C'est-à-dire que tu coécris des films, Non, c'est écriture, ouais. Là, je suis en train de travailler sur plusieurs projets, ouais. Punaise, mais comment tu trouves le temps pour tout faire en même temps ? C'est quoi ton organisation type ? Ou est-ce qu'il n'y en a pas peut-être ? C'est une histoire de concentration pour moi. Ouais. C'est une histoire de concentration et d'organisation. Tu ne peux pas être partout à la fois, mais par contre, quand tu fais un truc, il faut être pleinement présent. Et pour moi, le secret, il est là. Et c'est autant valable dans la vie professionnelle que personnelle. Typiquement, j'ai plein de trucs à gérer, attends, alors t'es avec ta femme, tes enfants, mais en même temps t'es sur ton portable. Et en fait t'es partout et nulle part quand tu fais ça. Tu risques d'être à côté parce que tu peux pas être concentré parce que t'es avec ta famille, et en même temps tu leur offres pas un temps de présence. De qualité quoi. Parce que vous pouvez profiter de l'ambiance parisienne. Bon, je pense pas qu'on les entende c'est la petite note exotique. Donc il est vraiment important effectivement, moi je fonctionne comme ça, mais chacun sa méthode, d'être ultra organisé pour concentrer toute son attention sur ce que tu as à faire à un moment T, quoi. Toi, c'est là que tes semaines, elles sont quoi ? Elles sont organisées à l'avance, elles se ressemblent ou quand même c'est toujours un peu rock'n'roll, c'est jamais vraiment la même chose ? C'est organisé, mais c'est très varié aussi. Ouais. T'es beaucoup à Paris, mais parce que je crois, si je dis pas de bêtises, t'habites pas à... J'habite à Annecy. T'habites, oui, tu habites à Annecy. Je suis retournée vivre à Annecy, ouais. Okay. Mais je viens régulièrement à Paris, quoi. Parce que c'est à Paris, par exemple, que tu fais beaucoup tes coachings. Oui, en fait, je fais beaucoup de coaching à distance et le présentiel se fait donc à Paris. Ok, c'est là où on t'amène là d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, là, je crois qu'en plus on arrive dans pas si longtemps. Dans combien ? Dans 5 minutes. Et écoute, d'accord, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Ça fait déjà plus d'1 heure. Toi, aujourd'hui, Céline, du coup, c'est quoi tes projets sur, on va dire, à court moyen terme ? On a bien compris, donc du coup, tu avais eu cette transition qui avait duré 4 ans, mais maintenant du coup qui suit son cours. Tu as monté cette méthode Mentoress, tu as tes clients. Est-ce que c'est beaucoup de clients
qui te connaissaient d'avant ou qui te découvrent maintenant? Les deux, honnêtement. Ouais. Alors après, ils me le disent pas forcément, mais ça vient pas. Avant, ça venait très rapidement dans la discussion. Mais tu vois, là, les dernières personnes que j'accompagne, c'est parce qu'elles ont été recommandées par d'autres personnes que j'avais accompagnées. Ouais. Donc en fait, la question du parcours n'a même pas lieu. Parce qu'il y a déjà un rapport de confiance et surtout, il y a eu du résultat. Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est qu'au bout d'un moment, être connu, avoir des outils, ok, c'est bien. Mais c'est pour être efficace. Donc voilà, je ne sais pas si ça a répondu à ta question du coup. Si, en fait, la question c'était du coup, c'est quoi ta vision là du coup à court moyen terme? Ouais. Est-ce que c'est vraiment être à fond là-dedans ou tu continues, en fait, on sent quand même que tu es toujours mêlé à des opportunités qui s'offrent à toi, de les prendre, comme écrire un bouquin, écrire un film. Mais parce que tout ça va ensemble. Tout ça va ensemble. Tout ça va ensemble. Si tu veux écrire un bouquin, va parler des thématiques que j'aborde en coaching. Et dans ce que j'écris, même si ce sont des fictions, je me nourris forcément de ma matière, de mon vécu. Donc, en fait, moi, j'ai besoin d'être multiple. C'est comme ça que je fonctionne. Mon équilibre est là-dedans. Pour certaines personnes, ça va être de faire une seule chose et d'exceller là-dedans. Et c'est super, elles sont expertes. Moi, ma spécialité, c'est d'avoir plein de pions ici et tous se rassemblent. Ok. Donc, à plus long terme, de toute manière, je veux continuer à accompagner des gens parce que j'adore ça. C'est quelque chose de magique en fait. Enfin, c'est beau, c'est émouvant aussi de participer à l'évolution de quelqu'un, de mettre à sa disposition ses outils, ses compétences pour qu'il puisse accélérer justement son processus d'évolution personnelle ou pro. Moi, j'ai pas été accompagnée, j'ai mis du temps en fait à vivre ce processus et je ne le regrette pas. Mais j'ai envie justement, mon job, c'est de faire en sorte que les gens puissent suivre l'évolution en limitant, tu vois, les dégâts et en étant dans ce qui sera le plus juste et le plus sain pour eux. Oui, en fait, c'est la question que j'allais te poser, mais du coup, tu as un peu répondu. C'est toi, en fait, pendant cette période, qui est en termes de retrouver sa personnalité, de retrouver son identité, sa marque personnelle, etc. Tu t'es pas du tout fait accompagner à ce moment-là? Pour ça, tu as vécu le processus vraiment toute seule? Ah ouais, ça a été un cheminement solitaire. Ouais. C'était un choix, en fait? Donc c'est difficile d'avoir du recul. Je manquais de ressources aussi. Tu sais, quand tu es connu, ça t'isole énormément. Ouais. Y a des gens qui pensent qu'on a forcément des équipes autour de soi. Pas forcément, parce que ça attire beaucoup de parasites. En fait, les gens veulent se nourrir des personnes qui ont une forme de notoriété. Et j'ai rencontré beaucoup de monde, mais aussi beaucoup de mauvaises personnes. Et donc, au bout d'un moment, tu ne fais pas confiance. Ouais, seul avec des gens autour, quoi. Donc, c'est pas facile. Et je peux comprendre que certaines personnes aient du mal à se faire accompagner parce que c'est pas rien. C'est un investissement, c'est aussi de l'argent, c'est parler de soi et de ses doutes. Donc, tu as intérêt à être face à quelqu'un qui est quand même de bonne valeur en face de toi. Moi, j'avais pas ça. En plus, retour États-Unis-France, je me suis retrouvée, j'avais pas trop de repères. Est-ce que tu étais partie vivre quand même longtemps là-bas? Ouais, pendant plusieurs années. Ouais. Ok. Et tu reviens en France. Alors, par contre, du coup, ce qui te permettait aussi peut-être de te donner du temps professionnellement parlant, c'est que est-ce que tu avais quand même réussi à tout l'argent peut-être que tu as gagné à ce moment-là, est-ce que tu as réussi à le réinvestir? Est-ce que tu avais réussi à le mettre de côté? Il m'a permis, c'est grâce à ça que j'ai pu prendre le temps aussi de me reconvertir, de financer mes formations. Oui, heureusement. Mais tu vois, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et donc, il y a des personnes vraiment, typiquement, qui me consultent, qui me disent, là, je dois faire un choix majeur dans ma vie, radical, mais tu vois, le paramètre risque, il est élevé. Ouais. Donc, il ne faut pas se planter. Et on a plutôt intérêt à ce moment-là à se poser les bonnes questions et à très vite viser juste. C'est pour ça que l'accompagnement, il a du sens et que c'est un investissement, mais un investissement qui est là justement pour te préserver au maximum. Mais ça n'empêche pas de faire des erreurs et puis de se planter. Mais au moins, tu le fais en connaissance de cause. Ça évite en fait de partir dans une direction puis finalement se cogner la tête et aller ailleurs. Et toi, aujourd'hui, les gens qui voudraient suivre en fait ce coaching et cette alors,
cette formation, donc la formation n'est pas encore sortie. Elles vont sortir très prochainement. Là, en fait, ce que je propose, c'est 2 types de coaching. Il y a le coaching leader vraiment dédié aux dirigeants, aux chefs d'entreprise qui sont dans des problématiques entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, mais ça peut être développer sa boîte, ça peut être aligner ses valeurs personnelles avec son job, ça peut être, associer vie familiale. Il y a plein de problématiques autour de ça, mais en gros, c'est dédié aux dirigeants. Et puis l'autre, c'est Coaching Intimus, qui lui va être beaucoup plus axé sur le rapport au corps, la sexualité, la relation de couple. Donc il y a vraiment 2 offres distinctes. Okay. Et ça, on peut les retrouver sur mon site celintran.coach. Okay. Et donc il est possible de faire une première séance, évidemment sans engagement, tu vois, parce que c'est important déjà de faire connaissance. Et à partir de là, c'est parti pour un accompagnement si on est d'accord, quoi. Eh bien, écoute, très bien. Où est-ce qu'on te suit, toi? Est-ce que tu as envie, besoin qu'on aborde des choses pour toi? Franchement, mais tu sais qu'en plus, moi, ces sujets-là, en fait, de suivre quelqu'un, par exemple, même d'aller voir un psy ou quoi, j'ai plein de potes qui y vont et qui me disent une phrase qui est intéressante, qui me disent « Même quand je vais bien, j'y vais ». Ouais. Tu vois, donc c'est quelque chose que j'ai toujours un peu dans un coin de ma tête, parce que moi j'ai vu beaucoup de psy quand j'étais plus petit et adolescent, que j'ai plus vu en tant qu'adulte, mais je réfléchis, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de... Oui, puis tu sais, un accompagnement, ça peut aussi servir à amplifier certaines choses. Ouais. L'hypnose par exemple est utilisée, et même le coaching, sont utilisés par les athlètes. Un athlète, il ne va pas avoir un coach juste de temps en temps quand il ne va pas bien. Ils ont tous des coachs mentaux. Ça fait partie de son hygiène de sportif. Et c'est pareil en fait, de consulter quelqu'un. Si tu te sens bien que cette personne qu'elle est qualifiée, c'est aussi l'occasion de faire des points, de valider ce que tu as gagné, c'est de développer des axes de progression. Et donc c'est quand même une démarche qui est saine, parce que c'est pas forcément j'ai un trauma, plein de gens ont des choses à résoudre, des blocages, mais parfois ça peut être aussi simplement tiens, j'aimerais bien amplifier ça. J'aimerais bien avoir plus confiance là-dedans, j'aimerais bien surpasser ça. Ok, on va accompagner ça. Ok. Ouais. Donc toi, c'est principalement le type de clients que tu vois qui suivent aujourd'hui la méthode. Comme je te le disais, il y a à la fois des personnes qui veulent un mieux, mais j'ai quand même beaucoup de personnes qui ressentent des blocages. Okay. Où le coaching pur et dur n'a pas été suffisant, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose ils ont la méthode, ils savent quoi faire, que ce soit pour développer leur business ou être mieux dans leur relation de couple, mais il y a un truc qui bloque. Typiquement, tu vois, j'ai accompagné des personnes, chefs d'entreprise, très belle carrière, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc où je bloque, où je peux pas faire plus. Et là, on va travailler, ça peut être un rapport à l'argent, au mérite, au succès. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus intime. Et puis pour d'autres personnes, c'est j'ai tout réussi, mais mais je me sens vide en fait, je suis pas heureux. Mais finalement j'ai accompli plein de choses, mais je suis qui finalement en fait en dehors de mon boulot. Donc on est vraiment dans des questionnements plus identitaires. Donc c'est pas juste à la surface des choses, on va aller creuser, mais tu as des personnes qui vont vraiment venir à moi en m'exposant le cœur du problème, et parfois des choses vraiment, vraiment très lourdes, des traumatismes, des violences sexuelles, de la maltraitance. Ils savent qu'ils peuvent m'en parler parce que je suis solide, j'ai même des militaires qui viennent me consulter, donc je peux vraiment tout entendre. Et puis tu en as d'autres, ça va plus être « Ah, ça va bien dans ma vie ». Non mais tout va bien, hein. Tout va bien. J'adore quand les gens me disent « Non, mais tout va bien, j'ai déjà bossé dessus, ça va, ça c'est réglé ». Mais c'est vrai que, et là c'est dans le mais, tu vois, il y a il y a un petit grain de sable dans le mécanisme qui fait que la machine elle tourne pas bien. Et on va aller explorer ce petit grain de sable. Okay. C'est un travail d'Indiana Jones émotionnel en fait. Tout un programme, et on finit sur une touche cinématographique. Où est-ce qu'on te suit toi, Céline? LinkedIn, Instagram, peut-être? Oui, d'autres... Instagram, @IamCélineTran. Okay. Tu vois, c'est le nom que j'ai choisi dès que j'ai arrêté mon ancienne carrière. Il fallait que je le pose, IamCélineTran. C'est le réseau sur lequel je suis la plus active. Il y a ma chaîne aussi YouTube Mentores que j'ai, qui est assez neuve, sur laquelle je poste mes podcasts aussi.
Donc ils seront aussi en audio, Spotify, Apple Podcast. Exactement, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Voilà. Toute la clique. Et Céline Tran, LinkedIn aussi, peut-être un peu ou pas beaucoup aussi. Pour les contacts professionnels, bien sûr. C'est là que je t'ai contacté. Si vous me contactez pour me demander d'aller au resto ou commencer à parler de... Parce qu'il y en a qui utilisent ce réseau pour des conversations personnelles, vous n'aurez pas de réponse. LinkedIn is not the new Tinder. Exactement, c'est bien de le préciser. Ce sera du coup le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup Céline. Merci à toi. À bon port, à l'adresse indiquée. On va remercier Pierre du coup qui conduisait, qui nous a amené jusqu'ici. On va également remercier Yann de Little Big Film qui a géré tout le setup. Et sans jurer, parce que conduire à Paris sans insulter les automobilistes et les cyclistes, moi je dis bravo. Et franchement, t'as été fort parce que moi je l'aurais emmanché là, le cycliste qui a failli rayer ta bagnole. Franchement, t'as été cool mais pro là-dessus. Je vais faire les petites mentions légales de fin de podcast. Tu connais, si vous êtes sur YouTube, vous abonnez, un petit like, un petit commentaire, c'est important pour le référencement. Surtout ceux qui écoutent en audio, prenez juste une seconde et allez mettre 5 étoiles. Pareil, très important pour le référencement. Je vais tous vous remercier d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio. Merci encore Céline de nous avoir accordé du temps. Merci. Et d'avoir... et CélineTran.coach, j'ai oublié de le mentionner, désolé de te couper. CélineTran.coach. Mais ça reste quand même mon site si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce que je propose. Eh bien écoutez, vous ne serez pas déçus. Merci à tous. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao, ciao.